Bonjour à tous, je suis Mickaël Raymond, entrepreneur et auteur de fiction, et je vous souhaite la bienvenue dans Double Vie, un podcast qui parle de création, des autrices, des auteurs et de leur mode de vie. Aujourd'hui, j'accueille Camille Le Boulanger. Camille enseigne le français, mais il est aussi auteur avec 4 livres publiés sur une dizaine d'années et une façon d'écrire en dehors des codes, des genres qu'il aborde. Bonjour Camille, bienvenue. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis très heureux de te recevoir parce que ton parcours d'auteur est assez fascinant parce que je te suis sur Twitter, je suis ton blog et ce que tu publies et je te sens à la fois libre et engagé sur le fond comme sur la forme. Et ce qui m'intéresse, c'est de comprendre comment tu abordes tes projets, comment tu vas créer tes univers. Donc, avant de parler de tes textes, et ta vie, ta double vie, il y a une question que j'aime poser, c'est comment tu as commencé, comment tu es rentré dans l'écriture, parce que c'est pas forcément quelque chose de naturel de s'exposer comme ça et de. Alors, comment j'ai commencé en écriture? Alors, je suis rentré en écriture très très tôt. Enfin, je pense à peu près, finalement, à peu près dès l'école primaire. Je crois que j'ai toujours Ah oui. plus ou moins écrit d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà, j'ai commencé à écrire. Les premiers textes, entre guillemets, d'envergure que j'ai dû écrire, je devais être adolescent, j'écrivais des nouvelles, j'étais adolescent au moment de la sortie des épisodes 1, 2, 3 Star Wars, donc c'était mon grand moment de fandom, ça a été à ce moment-là. Donc j'ai écrit pas mal j'ai écrit quelques fanfictions Star Wars à l'époque quand j'étais ado. J'ai écrit des nouvelles fantastiques assez mauvaises par là à ce moment-là. Et puis voilà, jusqu'à ce que je tombe sur un appel à texte. Alors, ça devait être en 2009-2010, quelque chose comme ça. Je tombe sur un appel à texte des éditions La Volte. Un appel à texte pour un recueil publié en partenariat avec la Ligue des droits de l'homme à l'époque, qui s'appelait Ceux qui nous veulent du bien, et qui parlait de l'influence de la technologie sur les libertés individuelles. En gros, c'était ça le thème. Et j'avais une nouvelle que j'avais écrite entre quelques mois et un an auparavant, qui me semblait correspondre, que j'ai répondu à l'appel à texte. Elle a été sélectionnée, c'est comme ça que je suis rentré en édition, si on veut. Assez directement, assez jeune. Quelques mois plus tard, je me suis décidé à écrire. J'ai dit, Camille, tu vas essayer d'écrire quelque chose de long. Je ne savais pas ce que j'allais écrire, mais je savais que j'allais écrire quelque chose d'un peu plus long. Donc un texte que j'ai écrit au moment de faire l'année 2010, qui a fini par s'appeler Enfin la nuit, et qui a été publié. J'habitais à Nantes à l'époque. J'ai des talents à l'époque. Donc on pouvait encore amener des manuscrits en papier chez les maisons d'édition. Je suis arrivé avec un gros tas de feuilles que j'ai posé comme ça sur le bureau. Les anciens locaux de la Talente, et quelques mois plus tard, ils m'ont rappelé, à ma très très grande surprise. Et c'est comme ça que je suis rentré en édition, de manière un peu entre guillemets surprenante, quoi. Voilà. Ouais. Alors, je suis rentré en écriture très très tôt, et je suis rentré en édition assez tôt aussi, finalement, par rapport à ce qui est, entre guillemets, l'usage, quoi, dans le milieu. J'ai vu, oui, pour ton premier roman, tu disais que tu avais 20 ans, je crois, dans des interviews que j'ai. J'ai dû l'écrire sur ma première année d'études supérieures, quelque chose comme ça. J'avais 19 ans, je crois, enfin, et qui est un texte marrant parce que c'est un texte sur lequel, je suis parti là-dedans, je ne savais pas du tout ce que ça racontait, je ne savais pas du tout où ça allait, je savais pas du tout quelle était la fin. J'ai décidé qu'il allait y avoir 2 parties de manière absolument arbitraire. C'est un texte. Pour le coup, je pense que c'est celui des textes de mes romans sur lequel on sent le plus ouvertement les influences, quoi, que j'avais à ce moment-là. Il y a des passages qui sont très ouvertement Stephen King, on m'a assez reproché
les ressemblances avec la route de McCarthy, comme si, enfin, vous n'êtes pas un reproche, c'est vrai, effectivement, ça ressemble beaucoup. C'est un compliment, ça peut être voilà, aussi. Mais voilà, après, moi, ce qui m'avait le plus me marqué à ce moment-là et ce qui me motivait le plus dans l'écriture, finalement, si j'ai limité quelque chose, en fait, c'était un auteur qui s'appelle Jean Echenoz qui publie chez Minuit. Mhm. Il fait pas mal de bouquins. Il avait une bibliographie assez importante qui m'avait vraiment beaucoup plu à ce moment-là, et je suis parti dans ce truc-là, dans ce délire un peu littérature très très blanc, très loin des émotions, avec une grande distanciation du narrateur par rapport aux personnages, etc. Même des personnages, voilà, par rapport à leurs sentiments. C'était un truc qui me travaillait beaucoup. Et pour l'anecdote, Enfin la nuit, c'est un bouquin qui a été envoyé à 2 maisons d'édition, les éditions de Minuit pour la blague, pour recevoir la lettre de refus automatisée des éditions de Minuit, et La Talente qui en ont voulu. Alors moi, je ne savais même pas ce que c'était que les éditions La Talente, en vérité. J'habitais à Nantes depuis 1 an. J'avais fréquenté la librairie, je pense, 1 ou 2 fois, de très loin. Je lisais un petit peu de Terry Pratchett, tu vois, mais des trucs. Vraiment, j'étais très très loin de tout ça. Et donc, du coup, voilà, je suis rentré dans ce qu'on appelle la littérature de l'imaginaire, un peu. Pas du tout ce serait faux de dire que c'est par défaut, mais en tout cas par un concours de circonstances, quoi. Il se trouve qu'apparemment, ce que j'écrivais, ça rentrait là-dedans. Voilà. Ouais. Bah, tu mentionnais le mot littérature blanche. C'est vrai que t'es à cheval entre plusieurs genres, en fait. Un peu dans tous tes textes, d'ailleurs. Tu écris des choses qui empruntent, qui sont pas purement dans les codes du genre en question. Là, je crois que la nuit, enfin la nuit, c'est post-apocalyptique, mais c'est aussi une introspection sur des personnages, quoi. Comment dire? Je pense, j'ai une réflexion qui me travaille depuis assez longtemps, depuis qu'effectivement on m'a dit, en fait, tu écris du post-apocalypse. J'écris quoi? Ah bon, j'écris ça. Ah bon, j'écris ça. J'ai un rapport très 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 lointain au genre, au pluriel, dans le sens littéraire du terme, quoi, dans le sens théorie littéraire du terme. C'est quelque chose auquel je ne crois pas du tout. C'est même au cinéma, ça ne m'intéresse absolument pas, le genre. Il y a des gens qui vont être hyper militants sur les vertus du genre. Oui, il est important, ça, le space opéra, le post-apocalyptique, le planète opéra, le machin. Il y a des gens qui sont très érudits autour de ça, pour qui c'est extrêmement important. J'ai des tas d'amis qui sont des gens très intéressants et qui utilisent ces catégories-là. Et qui se pose en définition par rapport à ces catégories-là. Moi, c'est vrai que c'est un truc sur lequel je ne m'attarde pas, en fait, vraiment pas du tout. Mon deuxième roman publié, j'ai eu plusieurs années qui ont passé, pendant lesquelles j'ai écrit pas mal de choses assez mauvaises, et puis j'étais dans mes études, je faisais autre chose. Donc c'est passé plusieurs années avant que je publie un deuxième roman, qui était Bertram le Baladin, aux éditions critiques. Qui a été repris chez Libretto en poche plus tard. Je me suis dit, allez, je vais écrire un bouquin de fantasy, mais est-ce que c'est de la fantasy? Je ne saurais pas dire. Il se trouve que ça se passe dans un monde, enfin, il y a des châteaux et des brigands et des épées, mais je ne suis pas posé en soit dedans, soit dehors d'un genre. C'est pas un truc sur lequel, c'est pas une ligne de crête sur laquelle je me pose. Peut-être le roman qui est le plus marqué dans un genre, ce serait Malboire, mon deuxième roman aux éditions La Talente, qui est sorti en 2018, qui lui, pour le coup, est vraiment un texte post-apocalyptique au sens le plus, enfin, c'est Mad Max dans un marais, quoi. Ouais. Voilà, Ouais. on va le dire comme ça. Mais encore, c'est plus l'idée du texte et finalement ce dont le texte est la métaphore qui impose la mise en œuvre. Et donc du coup, je ne me dis absolument jamais, tiens, allez, je vais écrire un bouquin de space opéra, machin, etc. Les rares fois où l'essai, ça fonctionne pas du tout. Ouais. J'ai essayé d'écrire un polar une fois, je suis allé au bout, c'est intéressant, mais personne n'en a voulu, c'est pas forcément très réussi. Enfin voilà, il y a toutes ces questions-là qui font que voilà, j'ai tendance à
à suivre là où on va. Et il se trouve que souvent, ma manière les histoires que je raconte se passent dans des mondes qui sont imaginés. Mhm. Voilà. Mais je suis jamais soit en accord, soit en réaction à un code en particulier. Ça m'intéresse pas du tout. Voilà. Comme tu disais, t'es engagé. J'ai l'impression que dans tes romans, tu pars déjà du message. Qu'est-ce que tu as envie de montrer, de démontrer? Est-ce que c'est vraiment le cas, ou est-ce que tu pars plutôt d'une idée d'un univers et après tu vas comprendre ce que tu voulais dire et... Je parle pas du message. Ok. Je pense que je crois avoir tendance à partir d'une idée, Ok. qui est, par exemple, si je prends mon dernier roman en date, là, paru, mon dernier Rue chez La Talente, je dis, ah tiens, et si il y avait des gens qui vivaient dans le corps supposément mort d'une créature géante. C'est une idée de base, quoi, qui est une idée, on peut faire n'importe quoi avec ça. Ouais. Et ensuite, finalement, je me dis, ah bah oui, du coup, il y a quelqu'un qui va venir, qui va venir le chercher. Et en fait, les choses s'attrapent les unes après les autres. Ouais. Et il y a un rapport presque de contamination entre les idées et le reste. On parle souvent d'inspiration. D'où vient votre inspiration? Quelles sont vos sources d'inspiration? J'ai tendance à utiliser un autre mot, j'ai tendance à parler de sédimentation. Vraiment au sens géologique du terme, c'est-à-dire qu'à force, il y a des choses qui se déposent. Ça veut prendre beaucoup, beaucoup de temps. En plus, c'est un bouquin qui a mis pas loin de 7 ans à exister, quoi, à savoir ce que j'allais raconter autour de ça. Donc, il y a des choses qui se posent en couches, comme ça, et au final, ça fait un livre qui d'abord une idée de livre, puis ensuite, dans l'écriture, il y a des choses qui vont se modifier, qui vont se rajouter, etc. Et à la fin, effectivement, je pense que si on fait une couche, une tranche, quoi, et qu'on regarde les couches de sédimentation, bah oui, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Mais c'est pas forcément quelque chose de conscient. Ok, ouais. Ouais, c'est quelque chose qui émerge, qui rencontre à la fois tes questionnements du moment, et puis voilà, tu pars, mais tu pars quand même d'une histoire que tu as envie de raconter, quoi, d'une idée et d'une histoire. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses qui émergent, il y a beaucoup de choses dont je me rends compte au fur et à mesure. Malboire, par exemple, c'est un roman. Il a fallu que j'écrive un bon tiers du roman avant de me rendre compte, à un moment. J'étais dans l'écriture de livre. Je me souviens, je sortais d'une station de métro et je me suis dit, ah mince, mais en fait, du tout, je suis en train de parler de dépression. Et toute la métaphore de la terre et de la boue et de la pluie, de l'inondation, etc. Et en fait, c'était une métaphore de la dépression et que je n'avais pas du tout conscientisé avant, qui ensuite s'est construite et donc du coup, il est tout à fait possible de voir le livre à travers ce prisme-là et de le comprendre dans ce sens-là. Mais on peut aussi rester très lointain de ça. Voilà, je connais des gens qui m'ont dit, bah oui, évidemment, c'est un livre sur la dépression. J'ai compris ça tout de suite. Vous avez bien de la chance, parce que moi, j'ai pas compris ça tout de suite. Je vois comment ça émerge. Et c'est vrai qu'il y a dans le process, j'ai entendu beaucoup d'auteurs qui disaient que t'as une phase où tu dis, mais en fait, t'as ton premier jet ou des premières idées, t'as une première direction, et puis tu te dis, ouais, mais de quoi ça parle, en fait? Mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Et c'est vrai qu'il y a un aspect presque psychanalytique dans la chose, où tu t'aperçois après de ce que tu as voulu exprimer, quoi. J'en parlais avec Mélanie Fazi d'ailleurs dans le podcast, qui elle a revisité en fait toutes ces histoires fantastiques, ces nouvelles fantastiques sous ce prisme-là, et qui se dit, bah oui, je parlais de l'isolement, de troubles parfois autistiques, et voilà, qui réinterprète de cette manière. C'est très intéressant en fait, la manière dont les œuvres émergent. Je suis d'accord, on peut employer une grille d'analyse psychanalytique effectivement sur l'écriture. Il y a un côté thérapeutique, etc. Après, je pense qu'il faut faire attention sur ces interprétations-là. Il faut y aller très 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 prudemment, je pense, et ne pas tirer vers un symbolisme un peu limité, d'accord, on va dire bah oui, ça c'est forcément ça, puisque ça c'est forcément ça, voilà, dans la gloire à la boue, c'est forcément voilà,
les difficultés dont on émerge, donc à un moment, j'en sais rien, ce personnage-là qu'il rencontre, c'est forcément quelque chose qui réagit avec ça. Et c'est vrai en partie, mais c'est pas vrai de manière entière. Enfin, un personnage reste un personnage, il n'est pas toujours il n'est pas toujours une représentation un pour un d'un élément d'appliqué de son auteur. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est, comment dire, c'est une émergence, en fait. Tu as mis certains éléments, et après que tu remodèles et que tu retravailles, évidemment, une fois que tu as compris que ce symbole-là peut être tiré ou exagéré de telle ou telle manière. Oui, et puis je pense qu'on découvre chemin faisant beaucoup. Bon, c'est un peu le cambouis, mais je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas du tout se relire dans l'écriture. C'est-à-dire que je démarre. Généralement, je vois quand même à peu près où je vais, voilà, mais je démarre et puis je ne relis tout une fois que c'est fini. C'est très rare que je m'arrête et que je revienne en arrière. Donc du coup, ça fait que ça prend beaucoup de place dans ma tête parce que du coup, il y a beaucoup d'éléments qui s'accumulent et qu'il faut tenir. Mais du coup, on est dans le chemin, quoi. Et c'est ça, c'est le chemin qui est pour moi le plus intéressant. C'est-à-dire que on y va, on écrit un truc, je sais ce que je suis en train d'écrire, j'ai posé des éléments de structure, je sais que je vais avoir tel ou tel personnage qui sont plus ou moins comme ça. Donc, bon, bah, il y a des chances qu'il va arriver ça, voilà, etc. Mais par contre, du coup, bah, il se passe des choses, on rajoute des trucs qu'on n'avait pas prévus du tout. Et qui soit font dévier le bouquin dans une direction inattendue, soit non, soit viennent juste enrichir un thème. Moi, je crois beaucoup à l'idée de thème et au concept d'idée force. C'est-à-dire que dans la manière dont j'ai d'envisager mon écriture, je ne vois pas, je suis pas. Encore une fois, là, vous savez, il y a cette dichotomie cette espèce de fausse dichotomie entre l'architecte et le jardinier. Hein. Ouais. J'appelle ça l'échelle Balzac-Kerouac. D'un côté, on construit des comédies humaines sur un plan, sur un papier en écriture. De l'autre côté, on écrit sur la route en une nuit sur un rouleau de papier toilette. Quoi. Vous voyez, ouais, je vois. Donc je pense qu'on est tous quelque part sur ce spectre, quoi. Voilà. Le spectre Balzac-Kerouac. Et donc, au moment d'écrire, soit on planifie, soit non, et puis il peut se passer des choses en fonction de cette idée force. Je suis retombé sur mes pieds. En fonction de cette idée force. Par exemple, si je prends je ne sais pas trop divulgacher pour aussi des gens qui n'ont pas lu Bertrand Le Baladin, par exemple, c'est un bouquin dont l'idée force, c'est l'identité. D'accord. Donc c'est un bouquin qui est un masque, d'accord, qui a été structuré de manière à ce qu'il y ait des révélations. C'est le bouquin que j'ai le plus structuré, le plus architecte pour le coup. Effectivement, j'avais un chapitrage très clair, je savais où j'allais, etc. Les choses qui se croisent, on aménage, mais bon. Voilà, j'avais qu'au tiers du livre, il allait y avoir 7 révélations, au 2 tiers du livre, il allait y avoir 7 révélations, et qu'à la fin du livre, il allait y avoir cette fin-là. Okay. Mais quand même, entre-temps, on se passe des choses, et donc du coup, vu qu'il y a l'idée force qui est l'identité, donc le personnage a un rapport particulier à l'identité, tous les personnages, toutes les interactions avec les personnages vont se fonder sur l'identité. Donc un tel n'est pas celui qu'il prétend être, un tel aimerait être quelque chose, un tel ne peut plus être ce qu'il est. Enfin, vous voyez, voilà. Donc on est sur cette question d'idée force et qui finalement est assez libératrice, parce que une fois qu'on a l'idée, et si on garde cette idée-là, du coup, dans l'écriture, moi j'ai le sentiment que les choses viennent s'agglomérer. Voilà, encore une fois, après segmentation de l'agglomération, s'agglomérer autour de ce thème. Du coup, toutes choses vont répondre à ce thème. Et ça, c'est assez stimulant et c'est assez stimulant de le faire et de se rendre compte qu'on le fait, parce que plus on fait quelque chose, plus on se rend compte qu'on le fait. Ouais. Et donc, du coup, ça permet de prendre de l'assurance aussi, quoi. Ok. Je voulais parler un peu de ta double vie, parce que tu es aussi enseignant, tu enseignes le français. J'ai un souvenir, j'avais interviewé Benjamin Lupu qui lui avait
un souvenir de ses cours de français où on lui avait dit tu lis Tolkien, tu es un nazi, etc. Comment est-ce que ça, parce que c'était il y a un certain nombre d'années, est-ce que ça a évolué pour toi l'enseignement du français? Est-ce que ton travail d'auteur, ça te sert comme illustration ou comme pour amener les jeunes à la lecture aussi? Deux choses. Alors, d'une part, il y a quelque chose qui est particulier dans mon parcours, je pense, c'est que j'étais écrivain et a fortiori écrivain publié avant d'enseigner. Ok. Ouais. Donc malgré tout, l'enseignement est une activité, les termes sont limitants, mais seconde, quoi. Ok. Je pense pas tant que. Alors, je pense que ma posture d'écrivain amène un rapport dans mon enseignement en classe. J'essaie d'avoir un enseignement très tourné vers la pratique. Voilà. C'est compliqué, notamment au collège. Voilà, faire écrire, c'est délicat. C'est pas du tout la même chose qu'écrire soi-même. Enfin, voilà. Je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est l'enseignement qui informe le plus. C'est l'enseignement qui informe le plus l'écriture. J'écris beaucoup mieux, avec beaucoup plus de soin, depuis que j'enseigne. Parce que et paradoxalement, je suis beaucoup plus tendre avec moi en correction, parce que je corrige d'autres gens. Donc il y a ce côté-là. Après, moi, j'ai deux choses que je ne les tiens pas séparées nécessairement. Après, c'est deux activités qu'il est difficile de mener de front en même temps. C'est pas évident. Plutôt tendance à être dans une espèce d'alternance, quoi. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est honnêtement, hein, je pense que l'enseignement apporte plus à l'écrivain que moi, chez moi, en tout cas, l'enseignant apporte plus à l'écrivain que l'inverse. C'est assez amusant quand tu parles d'alternance, parce que c'est vrai que c'est difficile de se consacrer à quelque chose et justement de faire deux choses en parallèle. Et moi, je le vis aussi plus, tu vois, avec mon métier et l'écriture, quand je me mets à écrire, qui pour moi est secondaire, c'est vrai que j'ai besoin de m'immerger, j'ai besoin de temps pour m'immerger, et c'est vraiment dur de dire, ok, maintenant je vais passer à de la programmation. Ouais, il y a du langage aussi, il y a des mots, il y a du texte, mais c'est pas du tout la même activité, quoi. Donc je comprends l'idée d'alternance où tu as besoin enfin tu es dans ton cerveau est dans un mode particulier, quoi. Alors, autant je suis pas très rituel, fantasme toujours un peu, et je connais des camarades qui sont comme ça, qui ont besoin d'être très ritualisés, d'avoir des horaires fixes, toujours la même jolie tasse de thé, le machin, etc., le même endroit, la même heure. Voilà, il y a cette espèce de fantasme un petit peu quoi, aussi de l'écritoire qui a été construit. J'ai de la chance dans la mesure où ça, j'ai pas trop ce problème. Je suis à peu près capable d'écrire n'importe où. Je crois que si je remonte en fin de nuit, il y a des passages qui ont été écrits à l'arrière d'une voiture dans un covoiturage, sur un ordinateur portable, enfin, ou debout dans un couloir. Enfin bon, t'es sur des trucs, voilà, complètement ça. Si je prends le chien du forgeron, qui est un bouquin que j'ai écrit pour les éditions Argile et qui sort bientôt, c'est ça, ouais, c'est bientôt. J'en ai écrit une bonne partie dehors. On sortait de confinement, j'avais besoin d'air. Je prenais mon vélo, je mettais mon ordinateur portable dans le vélo, et puis je me tirais à 15 km, puis je prenais une table, et puis j'écrivais, quoi. Puis quand j'en avais marre, je reprenais mon vélo, je essayais 10 km jusqu'à une autre table, et je m'asseyais, enfin, donc j'ai de la chance là-dessus que, en ce que je suis pas trop bloqué là-dessus, mais par contre, effectivement, ça nécessite de fermer des écoutilles quand même. Il faut pouvoir être refermé sur soi-même et avoir cette vue de tunnel, quoi. Avoir cette vue de tunnel. Je suis dans mon tunnel et j'ai presque des œillères au sens
cheval du terme, quoi. Hein, j'ai presque des œillères et je ponce mon truc et voilà. Et donc du coup, c'est vrai que c'est difficile de mener des activités aussi prenantes intellectuellement que l'enseignement et la conception de classe, de revenir d'un machin, etc. Et de se dire, bah là, ce soir, du coup, je vais peut-être écrire 1 heure. Là, je crois pas trop, non, en fait, non. Je vais peut-être dormir et puis arriver à un moment où j'aurai le temps d'écrire un peu, où je pourrais vraiment me mettre dedans, me mettre dans le, dans les rails, quoi, pour le faire. Après, quand on n'est pas en train d'écrire, moi j'ai le sentiment qu'on écrit quand même toujours un petit peu. Il y a il y a des choses qui se passent. Enfin, pour le coup, c'est un terme d'informatique, de fond, Ouais. hein, qui se passe, des lectures qu'on fait, qui du coup mûrissent, viennent se déposer sur d'autres choses, et puis bon, bah, du coup c'est bon, allez j'y vais, voilà j'y vais, et puis je vais écrire le truc. J'avais prévu de prendre, comme j'avais écrit quasiment 2 romans en un an là sur 2019-2020, j'étais vraiment très très fatigué et je me suis dit Camille, tu vas prendre une pause, voilà, peut-être 2021, tu vas faire une année sabbatique, quoi, sur l'écriture, voilà, etc. Bon, mais en fait, ça n'a pas du tout marché, puisque je me suis relancé dans autre chose. Et je n'avais pas vraiment prévu d'écrire comme ça, mais bon, viens, bon, on y va. Mais, c'est pas tant une double vie que c'est une vie qui doit se segmenter, quoi. Et c'est pas si évident. C'est pas si évident, d'autant que c'est pas une segmentation volontaire. C'est-à-dire que, on va parler concrètement, je ne suis pas de l'écriture. Hein, les revenus que j'ai de l'écriture sont extrêmement faibles par rapport à mes revenus de talent. Et donc, du coup, c'est pas tant une volonté de librement, un petit peu comme ça, faire 2 choses à la fois, arriver à gérer les 2 trucs, voilà, changer de casquette à volonté, etc., que une nécessité, quoi, au sens, voilà, au sens très, très matériel et très, très concret du terme. C'est-à-dire qu'il faut manger, et manger, là, l'écriture ne me fait pas manger, même si ce serait chouette, ce serait vachement bien, mais voilà, quand on est comme je suis un peu, c'est-à-dire que je n'arrive à écrire que des trucs bizarres qui laissent beaucoup de gens sur tu vois, qui ça intéresse assez peu de gens quand même. Bah, du coup là le grand succès et les milliards de droits d'auteur, voilà, on n'est pas tout de suite quoi. C'est Voilà. ça. Ouais, je comprends. T'en parles un peu dans les textes que tu écris, que tu as écrit sur pour Argile, les blog posts sur le contrat, le statut d'auteur, etc. J'ai lu un peu cette partie-là et c'est vrai que il y a une nécessité de multiplier les revenus pour pouvoir vivre de son activité, quoi. Oui, oui, très très bien. Il y a un type qui s'appelle Aurélien Catin, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Notre condition. C'est chez une toute petite maison d'édition qui s'appelle Riot Édition. On appelle ça essai sur le salaire artistique. Et donc du coup, il essaie de voir des perspectives, quoi, pour la rémunération du travail artistique, parce qu'en fait, il met le doigt sur quelque chose qui est très 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 juste, qui est que le droit d'auteur ne conçoit pas l'auteur comme un travailleur. Le droit d'auteur le conçoit l'auteur comme un propriétaire intellectuel de ce qu'il a fait, etc. Mais par contre, les conditions dans lesquelles il l'a fait, ouais, tout le monde s'en fiche. Et puis comme on a aussi l'air de rien ce mythe euh, qui dans l'histoire littéraire qui nous est construit, bah, soit d'une part on va avoir l'écrivain extrêmement prolifique qui va écrire 3 romans par an, pour le coup à la Balzac, voilà, publier. Donc on a ça. De l'autre côté, pour rester 19e, tu vas avoir Maupassant qui commence un peu dilettante, avec un petit job d'employé du ministère et qui finalement s'en détache quand le succès arrive. Et puis, ou alors, tu vas avoir l'espèce tu vois, le mythe de l'écrivain bohème, poète, qui vit dans un dénuement matériel terrible, mais qui sacrifie tout à l'art et qui ne fait aucune
dépression, qui meurt jeune, je sais pas, de scorbut quelque part, parce qu'il n'a pas assez d'argent pour s'acheter des tomates, quoi. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça, mais il laisse une œuvre magnifique et immortelle que l'humanité reconnaît a posteriori. Et donc, du coup, on est dans ces représentations-là qui font que, qu'en fait, on trouve ça normal qu'un écrivain ne soit obligé de faire autre chose. Et les écrivains eux-mêmes. C'est-à-dire que on se dit, bah ouais, bah, du coup, c'est compliqué, il va falloir faire des interventions, il va falloir que j'aille parler, rencontrer des publics scolaires, des enfants, voilà, faire des conférences, je sais pas, aller questionner au ministère de la Défense, pour prendre qu'un exemple récent, enfin, voilà, des choses comme ça. On trouve ça normal. Et parce qu'en fait, au fond, on ne considère pas l'écriture comme un travail. Il y a une représentation collective qui est que l'écriture, c'est pas du travail, c'est un truc qu'on fait à côté. Prends d'abord un vrai travail et puis tu feras tes choses après. Tu feras tes choses à côté. Une fois que tu auras assuré l'essentiel, tu pourras faire l'accessoire. Sauf que, en fait, sans tomber dans le mythe de l'essentialisation de l'auteur comme des murges frappés par la foudre, etc., ben, en fait, il y a des gens dont c'est l'essentiel. Il y a des gens dont c'est le nécessaire. C'est pas un nécessaire plus valable qu'autre chose. Hein. Voilà. Moi, je suis en admiration devant des gens qui sont, tu vois, j'aime un peu l'électricité, par exemple, ça m'intéresse un peu. Je connais des gens qui sont hyper balèzes en électricité, tu vois, et qui ont ça entre guillemets dans le sang. D'ailleurs, on n'a pas de problème à trouver que c'est du travail. Tu vois, genre ils sont électriciens, ils le font hyper bien. Ils ont le temps d'apprendre et tout. Ils ont fait CAP, BEP, Bac Pro, je sais pas, BTS, d'électriciens. Tu vois, ils sont super forts. Et voilà. Par contre, un écrivain qui fait ça, hein, bah, non, il travaille pas. C'est quelqu'un qui doit faire autre chose. Effectivement, on est loin aussi du mythe américain où tu as ceux qui écrivent, ils vont être scénaristes, quoi. C'est le cinéma qui va indirectement payer l'auteur. Donc ils sont dans des poules et puis là ils peuvent être rémunérés pour écrire, quoi. Oui, peut-être. Alors, je sais pas, je suis pas scénariste et j'ai pas envie de parler des scénaristes à leur place. Je pense que les scénaristes en audiovisuel en France sont dans une situation quasiment la même, extrêmement précaire. Hein. Et puis en plus, ils ont même pas entre guillemets, ils ont même pas les bénéfices de légitimité morale et intellectuelle de ça, quoi. Surtout, on s'en fout du scénariste. En vrai, à part 3 noms, si tu vois des noms de scénaristes, tout le monde s'en fiche, quoi. Donc, c'est peut-être encore pire, le scénario, parce que le scénario, en France, oui. Dans un film de cinéma, un truc jetable, quoi. C'est un outil, on en fait ce qu'on veut. À la fin, le film ne ressemble pas au scénario, c'est pas grave. On n'est pas tout à fait dans les mêmes problématiques. Il faudrait interroger des scénaristes. Je pense qu'ils auraient des choses intéressantes à dire, quoi. Ouais, bah écoute, c'est une bonne idée. Je vais noter ça dans ma liste. Ben, j'en connais pas là comme ça, mais. Ouais, j'en connais un ou deux, donc je vais leur proposer. Puis on verra ce que ça donne. Tu parlais dans tes influences, dans tes références. Alors je l'ai pas lu encore cet auteur-là. Tu parles de Kim Stanley Robinson. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont pour toi des modèles et que tu prends comme modèle simplement? Comme modèle, alors je sais pas si Kim Stanley Robinson est un modèle. En tout cas, je pense que c'est un des. Parfois, je retrouve des choses et des manières de faire. Je les retrouve, je me dis effectivement, la tête est dans ce mood-là. C'est quelqu'un qui moi a écrit. Je suis pas le garçon le plus versé dans toutes les arcanes de la SF et compagnie, mais par contre, les bouquins de SF que j'ai lu là, moi, ça m'a soufflé, quoi. Et à chaque fois que je les relis, la trilogie de Mars notamment, je relis pour une fois tous les 3-4 ans, quoi. À chaque fois, et baf, terrible, quoi. Parce que je vois des choses que j'avais pas vues, et c'est un bouquin, parce que c'est quelqu'un qui arrive à être extrêmement technique tout en étant très très poétique, qui arrive à être dans la très très grande échelle, en ne laissant jamais de côté l'intime. Enfin, il y a quelque chose d'incroyable chez ce mec-là. Moi, je suis très 19e. J'aime beaucoup le 19e. J'adore les réalismes. Si je devais avoir un écrivain préféré, voilà, je pense que ce serait Zola.
Ok. J'adore les robots Macara par 4 bouquins qui m'ont laissé très froid à voir, m'ont vraiment beaucoup énervé. Au-delà, j'adore ça. J'adore l'ampleur du roman réaliste et cette volonté de montrer la réalité matérielle des choses, quoi. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est voilà, j'adore Germinal, quoi. Qu'est-ce que c'est la vie de mineur, etc., machin, etc. En plus, c'est pas un documentaire du tout, Germinal, mais par contre, il y a cette volonté-là de dire une vérité. Alors, le truc du réalisme était compliqué parce que il se réclamait dire la vérité tout en sachant quand même globalement tricher, ce qui est normal. C'est la fiction, on n'est pas là pour. Moi, je pense qu'il n'y a pas de vérité en littérature. Il n'y a pas de vérité absolue en littérature. On raconte des choses, on les fabrique. Quelquefois, notre fabrication devient vraie, mais parce qu'elle trouve un répondant, quoi, ou un reflet quelque part, volontairement ou non. Donc ouais, j'adore Zola. Bon, ça, je suis très original. Ursula Le Guin, moi, à chaque fois que je lis un nouveau texte d'Ursula Le Guin, ça me laisse un peu plus sur les fesses, quoi. Voilà. Un bouquin comme voilà, comme les Dépossédés d'Ursula Le Guin, c'est incroyable, quoi. Et puis tu me retrouves presque. J'aime autant ses essais que sa fiction, quoi. Quand tu parles de littérature, je trouve ça magnifique. J'aime bien Marguerite Yourcenar aussi. Beaucoup. Les Mémoires d'Adrien, ça m'a vraiment beaucoup marqué comme lecture. Mais je viens d'un parcours un peu compliqué par rapport à la littérature. Je m'y suis mis entre guillemets tard. J'ai pas fait des études de lettres. Quand j'étais bon, c'est des détails un peu biographiques, mais bon, Non, mais c'est intéressant. rigolote. Quand j'étais en troisième, ma prof de français m'a dit Camille, c'est pas parce que c'est vieux que c'est pas bien. Et je lui ai dit ouais, parce que moi tout ce qui m'intéressait c'était de lire La Tour sombre et Tolkien, en gros. Et ben, en fait, je lui donne des excuses à cette dame. Voilà. Parce que si je suis plus présent, ouvertement, si elle m'entend, on sait jamais, mes excuses. Si elle l'avait écouté, bah, j'aurais eu Victor Hugo moins tard. Voilà. Mais en même temps, c'est chouette aussi je sais pas voilà, on lit les choses qu'on lit au moment où on les lit où on les lit pas, au moment où on les lit pas, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai tendance mon rapport à la lecture, je suis pas un très grand lecteur. J'ai je sais pas si vous voyez, si tu vois, c'était ce truc de il faut que je lis, il faut que j'ai plein de livres, il faut que le mythe de la pile à livres comme ça, voilà, où on va prendre, voilà, écluser les livres après les autres, après les autres, après les autres. Je suis pas du tout ça, il y a des livres un peu partout dans la maison. Je dis, tiens, je dirais bien ça, hop, je dis ça, je l'oublie, ou je le pose, ou voilà, mais je suis pas du tout dans ce rapport entre guillemets de frénésie de lecture et parce qu'en fait ce qui m'intéresse c'est plus d'écrire que de lire en vrai. Donc finalement la lecture alors c'est très réducteur, c'est presque de la préparation à l'écriture pour moi, je pense. C'est peut-être une bêtise que je suis en train de dire, mais c'est peut-être faux. Il faudrait voir dans quelques années quoi, si je suis encore là. Mais j'ai pas ce besoin d'évasion. Je ne ressens pas ça. Pour revenir à tes bouquins, donc le dernier que tu as publié, c'est Rue, et là tu évoquais le chien du forgeron, donc qui va bientôt sortir. C'est quoi le thème? Donc tu avais parlé du thème de Rue sur ces hommes qui s'installent dans la bête. Le chien du forgeron, qu'est-ce que tu abordes dans ce livre? Alors, le chien du forgeron, c'est encore une fois, c'est une très 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 belle idée. Parce que c'est moins qu'une vieille idée, c'est quelque chose
qui remonte à l'enfance. C'est un bouquin qui est une réécriture du mythe irlandais, celtique irlandais de Coraline, hein, le chien du forgeron, qui est un personnage mythologique de l'Antiquité très très antique celtique, voilà. Qui est, on pourrait comparer grossièrement à une espèce d'Achille, voilà, à Achille chez les Grecs. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un garçon à qui on offre un choix qui est soit tu vas mourir jeune et tout le monde se souviendra de toi, tu auras la gloire pour toute éternité, tu seras le plus grand guerrier du monde, quoi. Soit tu mourras vieux, mais tu auras une vie longue, riche, mais tu mourras vieux et on t'oubliera. Du coup, forcément, le garçon choisit la gloire et la vie vraie. Et je dis que c'est une idée ancienne parce que, comme beaucoup, je pense, de gens de ma génération, en français, la première fois que j'ai entendu parler de cette histoire, c'était sur le premier album de Mano, où il y a une chanson qui s'appelle Le chien du forgeron. Voilà, c'est à réécouter. Et ça m'a travaillé depuis un moment, et puis ça m'est revenu là dans ces dernières années. Je me suis dit, tiens, j'écrirais bien un bouquin là-dessus. Et puis, et puis c'est un bouquin qui tourne finalement autour de la question de l'héroïsme. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un héros? Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui représente les valeurs d'une société, qui est finalement une force motrice dans cette société? Et c'est aussi un bouquin sur la virilité et sur la construction sociale de la virilité. Qu'est-ce que c'est que la virilité et qu'est-ce que ça fait aux jeunes garçons et aux hommes d'avoir une éducation viriliste. Puisque c'est un héros mythologique qui incarne, qui a beaucoup d'attributs virils, il est très très fort, il emploie une lance, voilà, enfin il y a quelque chose, et donc la violence qui vient de la virilité. Voilà, je pense que si je devais qualifier, je dirais que c'est un roman anti-viriliste. Voilà. Ok, ouais, super intéressant. Ça me fait rebondir sur quelque chose. J'ai lu que je crois que c'est sur ton blog, t'étais assez critique. Là, tu parles de héros, mais t'étais assez critique vis-à-vis du parcours du héros que tu trouvais caricatural des Heroes Journée. Voilà, ça m'évoque ça aussi, cette. Campbell. Ouais, Campbell, ouais. Heroes Journée, ouais. Alors, c'est pas que je sois critique du travail de Campbell. Le travail de Campbell est hyper intéressant. Il y a un travail d'analyse d'un corpus. L'erreur, c'est d'en faire un mode d'emploi. C'est à partir du moment où on se met à écrire, c'est comme ce qu'on enseigne aux élèves au collège, l'histoire, le schéma narratif, le schéma actantiel, tout ça. C'est pas que ce soit de mauvaises grilles, effectivement, ça peut être intéressant de se poser, de chercher à reconnaître ce que fait Campbell. Ça fait longtemps que je l'ai lu, donc je dis peut-être des bêtises, mais je l'ai plus lu dans le détail, mais il a pris un certain nombre de textes, il dit, dis donc, c'est tous à peu près structuré de la même manière, voilà. Il semblerait qu'on puisse appeler ça un monomythe. Bon, on a le droit de pas être d'accord avec lui, et deux, c'est certainement pas un manuel. C'est certainement pas un manuel de comment il faut écrire une histoire. Ça n'a eu finalement le succès que ça a eu que parce que George Lucas l'a plaqué pour écrire Star Wars, parce que George Lucas est un mauvais scénariste, donc du coup il avait besoin d'un cadre facile, voilà, pour écrire son histoire. Et du coup, les gens se sont précipités derrière en disant il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire la même chose, il faut faire la même chose. Alors qu'en fait, toute méthode répétée ad nauseam appauvrit la fiction. Enfin, ça se voit en plus maintenant. Ouais. C'est un peu moins maintenant, ça s'est calmé, mais il y a quelques années à Hollywood, ils étaient vraiment tellement sur le même truc que j'ai plus à 1h40 minutes, il y avait le moment, le point, surtout, je sais pas combien de corpus du film, le même point le plus bas où le personnage est dans la nuit, il est triste, tout le monde l'a abandonné, il a tout perdu, il va devoir reconstruire, mais au même moment du métrage, etc. Ouais. Et en littérature, c'est pareil. Enfin, c'est pas que ce soit pas intéressant d'un point de vue de l'analyse, de la théorie, de la compréhension des histoires, mais par contre, de l'employer pour écrire, moi, je ne vois pas.
Voilà. Ok, non, mais je suis assez d'accord et ça conduit à des caricatures, en fait, mais voilà, c'est pas une recette valable, utilisable aujourd'hui comme moyen magique de produire une histoire. Ouais, mais il y a un truc, il y a un débat quand même qui fait en rage, c'est peut-être un fort, qui est pas fort, mais qui a lieu entre voilà, faut-il avoir de la technique littéraire, quoi. Faut-il être outillé, faut-il être armé pour voilà faire le plan d'une histoire, tenir ses délais, etc. Faut-il et moi, c'est des questions, ça m'a irrité longtemps. Ces discours-là, j'ai compris très récemment qu'en fait, la raison pour laquelle, pour deux choses, la raison pour laquelle ça méritait, c'était peut-être parce qu'en fait, on parlait pas la même chose. On avait le sentiment de tous les deux parler de qu'est-ce que c'est qu'écrire une histoire, et en fait, on parlait pas du tout la même chose. On parlait pas le même langage, on n'était pas sur le même rapport. Euh, Par exemple, autant je serais très embêté d'écrire la suite d'un de mes romans, autant les romans forment un continuum pour moi. Ils se répondent l'un après l'autre. C'est un processus qui prend du temps et qui fluctue. Il va tout toucher, prendre des formes différentes et chaque roman est la réponse au précédent, quoi. Forcément. Et donc du coup, moi, quand on parle de technique au sens de pour le coup vraiment architecture, quoi, le côté plomberie de l'affaire, en disant voilà, se référer à des manuels, se référer à bah oui, j'ai un truc que je déteste, c'est Story de Robert McKee. Si je pouvais honnêtement faire un autodafé de toutes les copies de Story, c'est pas contre lui, mais si je pouvais faire un autodafé de toutes les copies au monde de Story de Robert McKee, je le ferais. Parce que c'est un bouquin qui fait des dégâts terribles. C'est pas un texte qui a pour, il y a un malentendu. Un truc comme Story, c'est pas un texte qui a pour t'apprendre à écrire et savoir ce que c'est d'écrire et savoir comment tu es quand tu écris et savoir ce que ça te fait d'écrire et comment manier ton écriture, manier tes outils de langue, etc. C'est un bouquin qui est là pour t'apprendre à faire un scénario qui sera vendu à Hollywood pour faire cette fiction-là extrêmement limitée. Enfin, je veux dire, voilà, extrêmement typée, extrêmement limitée, pour le coup, qui est transparente pour tout le monde. Tu prends n'importe quel film de, je sais pas, de la Marvel, par exemple, c'est tous les mêmes. Mais vraiment, c'est tous les mêmes, c'est structuré de la même manière, c'est les mêmes personnages, ils font les mêmes choix, les mêmes actions. Enfin, moi, tu me demandes la différence entre, je sais pas, Iron Man et Captain Marvel ou je sais pas quoi, je saurais pas te dire. Ce ne sont pas des personnages, ils n'existent pas. Oui, et puis la recette arrive Voilà. au bout de souffle quand même aujourd'hui et ça commence à lasser quand même. Le public s'en aperçoit. Oui, ça s'essouffle, quoi. Et par contre, moi, il y a un bouquin que je recommanderais, quoi, si je devais recommander à quelqu'un qui se pose des questions sur écrire et qui écrit déjà un peu, qui a envie d'écrire et qui est en galère, parce qu'on a tendance d'être en galère aussi. Moi, j'ai passé des années où je galérais à écrire quand j'y arrivais pas. Je trouve que c'était nul. Et c'était pire parce que c'était après avoir déjà été publié. Donc c'était héroïque, quoi. Il y a un bouquin que je vous recommanderais, ça a apparu récemment en français. Ça s'appelle Mener sa barque, c'est Ursula Le Guin. Okay. C'est chez l'éditeur, c'est Antigone 14, l'éditeur de Ursula Le Guin. Et c'est vraiment, en fait, c'est une reproduction papier d'exercices qu'elle maniait dans les ateliers d'écriture qu'elle animait, elle, en université. Et ils sont vraiment des exercices très concrets dans la matière du texte, genre écrire un texte avec des phrases courtes, écrire un texte sans dialogue, je sais pas, n'employer plus de verbes, etc. Des exercices comme ça qui peuvent être maniés pour voir, quoi. Et donc du coup, là, ça me parle parce que ce qui me parle, c'est d'être dans le texte. C'est pas de me demander si le livre que j'écris va être publiable. On va rentrer dans la case d'une collection. C'est des trucs que, encore une fois, j'ai essayé, j'y arrive pas, ça marche pas. Moi.
Moi, je vais essayer, je n'y arrive pas. Et donc, du coup, j'ai finalement compris que tout ce rapport à la technicité, ces discours autour de la technicité de l'acte d'écriture, en fait, ne sont pas des rapports, des discours à la technicité de l'écriture, ce sont des discours sur la technicité de se rendre publiable dans ce monde de l'édition en particulier, avec ses règles en particulier. Voilà, comme ça. C'est pas bien, c'est pas mal. Mais par contre, c'est ce que c'est. Moi, je ne vais pas là-dedans. Je ne fonctionne pas comme ça, je n'y arrive pas. Point. Quand je me trouvais en difficulté parce que je voyais d'autres auteurs, on échange parfois sur Twitter un peu. C'est une des seules raisons qui fait que je reste sur Twitter, c'est de temps en temps, j'échange un peu avec des camarades, d'autres auteurs, et qui se posent des questions, des trucs hyper pointus. Je trouve que c'est marrant. Je me pose pas du tout cette question. Jamais. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous posez cette question. Je me sens très étranger, tout ça. Et en fait, je me suis dit, peut-être qu'en fait, ces questions-là, je me les pose, mais en fait, de manière inconsciente, avant, en fait. Et donc, peut-être que ce qui fait que j'ai parfois le sentiment d'être un peu à part dans ce tout petit milieu qui est le milieu de la SF et de l'imaginaire, et voilà, où on te connaît, machin, et où, du coup, j'ai du mal à entre guillemets, placer mes livres. C'est-à-dire que comme je ne peux pas dire. Alors oui, effectivement, Rue paraît de Rue, peut-être, oui, je suppose que ça doit être un roman de science-fiction. Au sens large, si on a envie de donner un sens très très large de science-fiction, je pense que ça doit être un roman de science-fiction. Après, est-ce que je l'ai écrit dans cette optique-là? Non, pas du tout. Et peut-être que du coup, toutes ces questions-là peut-être que je me les pose inconsciemment et que du coup, je les résous chemin faisant et que du coup, j'ai l'impression de ne pas me les poser. Et quel est tous les trucs de ce que j'appelle le côté fiche de perso un peu. Oui, mais tes personnages, s'il dit ça, est-ce que c'est vraiment bien en raccord avec ce qu'on sait de lui jusque-là, machin? Et comme j'ai un côté un peu contradictoire, j'ai toujours tendance à me dire, ouais, mais des fois les gens ils disent des trucs étonnants venant d'eux, et c'est pas grave, on a dit ça arrive souvent. Et en fait, c'est ça, plus ça va, plus j'apprends à me faire confiance. C'est-à-dire que quand j'écris un truc, des fois, je me dis, je sais pas bien pourquoi je suis en train de parler de ça, mais ça me paraît bien là. Et généralement, ça me bouge plus trop après. À me faire confiance, et deux, à lâcher, quoi, arrêter de me mettre la pression. J'écris ça. Je suis en train d'écrire un bouquin, là. Simon Pinel, qui est mon éditeur chez Argile, quelqu'un que je connais depuis très longtemps maintenant. Au moment où on a publié Bertrand Le Baladin, puis Critique ensemble, à ce moment-là, on avait des discussions où je voyais les autres bouquins que les auteurs publiés chez Critique ou ailleurs. Ça me paraissait des pavés énormes, avec de millions de signes. Moi, au-dessus de 500 000 signes, j'étais en mode genre, j'ai pas tout le temps que ça à raconter. Comment ils font, c'est ouf. Et je faisais des déclarations terribles en mode genre, jamais, moi, les pavés, machin. Et là, je me retrouve dans un bouquin où je suis au chapitre 3, je suis à 250 000 signes, ça ne m'est jamais arrivé. Mais par contre, je laisse faire. Se faire confiance. Faut y aller, quoi. De toute façon, on n'a rien à perdre. Je raconte toujours cette anecdote qui est drôle. On était au salon, au salon du livre à Saint-Malo. Oui. Un étonnant voyageur. Il y avait une table avec, on était trois. Il y avait Lionel Davoust, Estelle Faye et moi-même. Et donc, il y a un jeune garçon qui vient nous parler et alors, je préviens tout de suite, je vais très très mal paraphraser Estelle Faye. Okay. Voilà, désolé Estelle. Donc ce garçon vient, non, oui, il avait, je sais pas, entre 15 et 17 ans, quoi. J'aimerais bien écrire, comment on fait, voilà, est-ce que vous avez des conseils à me donner? Genre, Estelle commence à lui parler, elle dit, surtout, parle beaucoup, échange beaucoup avec les autres, parle machin, parle à tout le monde, reçoit la critique, fait lire à plein de gens, voilà, c'est son processus à elle. Elle lui donne son processus à elle. Et là, c'est juste à côté, 2 minutes plus tard, et là, je suis désolé, je vais te dire absolument le contraire. Écrit dans un coin, ne fait lire à personne, et quand
quand tu auras l'impression d'avoir écrit quelque chose de bien, à ce moment-là, propose-le. Et en fait, comme j'ai un côté un peu antagoniste des fois, j'ai parfois eu tendance à me mettre en porte-à-faux, quoi, à dire bah ouais, mais non, vous me faites chier avec votre technicité, et puis vous bêta lecture, et puis voilà. Alors, c'est juste que on fonctionne pas pareil et que voilà, il faut se fiche la paix un peu, quoi. Je veux dire, on est sur un boulot comme l'écriture, qui est un boulot, honnêtement, c'est fatigant. Tout le monde s'en fout. Voilà, je veux dire, la moyenne de vente, tu vois, en imaginaire, 1500 exemplaires vendus, c'est un beau succès déjà, quoi. Donc honnêtement, voilà, il n'y a pas de gros enjeux. Mais par contre, je pense que dans le boulot, il faut vraiment se fiche la paix et arrêter de se stresser, quoi. Compter les signes et tout, se mettre des ratios. J'adore Stephen King, mais c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de mal. Parce qu'il y a un paragraphe dans Écriture, là, son bouquin là où il raconte son rapport à l'écriture, il y a un paragraphe, mais c'est très court, où il dit moi ce que j'écris c'est 2000 mots par jour. Je pense que c'est un bon ratio. Et du coup, tu vois, tu te dis merde, Stephen King il fait comme ça, c'est comme ça qu'il doit falloir faire. Donc du coup, il faut absolument que j'écrive 2000 mots par jour. Alors, du coup, moi j'étais là, en fin de la nuit, c'était ça, j'étais là, putain, il faut que je fasse 2000 mots. Il faut que je fasse 2000 mots. En fait, mais pourquoi faut faire 2000 mots? L'autre truc dans ce bouquin dont il est coupable, c'est de dire enlevez tous vos adverbes. Donc c'est quelqu'un qui écrit en langue anglaise, hein, donc la place des adverbes dans la phrase n'est pas du tout la même. Enfin, ça fonctionne pas. Enfin, voilà, on n'accentue pas pareil, on modalise pas pareil avec les adverbes en anglais qu'en français. Et du coup, ça a été traduit en français. Voilà, je déteste les adverbes, enlevez les adverbes. Voilà. Mais faire que de ça, qui est un truc laconique, qu'il a certainement écrit vraiment sans y penser. Et pareil, si on lui repose la question, il n'est pas d'accord. Parce que c'était il y a longtemps. Et il dit, enlevez tous vos adverbes. Bah oui, donc du coup, il y a des gens qui sont là, merde, attends. J'ai trop d'adverbes, faut que j'enlève tous mes adverbes. Autrement, déjà, j'enlève tous les adverbes. Du coup, tu te retrouves avec des phrases qui sont hyper squelettiques, hyper trucs. Et ça peut marcher, tu vois. Tu peux avoir un texte où tu as besoin d'avoir un style hyper sec, hyper froid, hyper machin, parce que ça se rapporte au thème, parce que ça se rapporte à l'idée, parce que ça se rapporte à tout ça. Tu peux, d'accord, mais ce ne sont pas des règles. Ce sont des outils. Quand Stephen King dit enlevez vos adverbes, il dit parfois, en fait, il dit vraiment, parfois, il est utile pour rendre le texte plus percutant, pour rendre l'idée de tension, parce que bon, il écrit du thriller et de l'horreur, d'épurer la phrase, voilà, de la rendre vraiment sèche, squelettique, etc. Parfois, ça fonctionne comme ça. C'est pas une règle. Et donc, du coup, et c'est pour ça que quand beaucoup de gens maintenant, quand on parle technique, tout ça, on dit, mais attention, c'est pas des règles, mais on les énonce comme des règles. On passe le temps à dire, attention, c'est pas des règles. Donc on l'ancre dans la tête. Je veux dire, c'est ça. Tout ce que je veux dire, c'est alors moi je fonctionne comme ça. C'est-à-dire que moi j'ai un fichier, ça m'a pris un peu de temps. Maintenant c'est bon, je suis calé, j'ai mon modèle de OpenOffice. J'ai choisi de trouver un conseil que je donne, c'est ça. Trouve une bonne police de caractère qui te va, avec un interlignage qui te va, dans lequel tu es confortable, un niveau de zoom dans lequel tu es confortable pour écrire, ou alors un beau cahier que tu aimes bien, avec un beau stylo que tu aimes bien. Ça, c'est un bon conseil. Soyez confortable quand vous écrivez. Enfin, faites-vous plaisir. Mais alors au-delà, je peux raconter un peu ce que je fais moi, mais je serais très embêté d'enseigner quelqu'un à écrire. Je sais pas, si j'ai envie de dire, t'as envie de raconter une histoire, tiens, vas-y. Raconte-la. Et on va. Ah, et c'est bien, tu vois. Désolé, Non, mais c'est bien, je divague un peu. Non, c'est passionnant, c'est passionnant. Je vais conclure et je vais te poser une dernière question sur un tout autre sujet, parce que tu as mis sur ton site que t'es fan de disco et de vieux hard rock. Et donc, dans le vieux hard rock, j'en parlais avec Benjamin Lupu hier, qui m'a dit, demande-lui quel est son morceau préféré d'Iron Maiden. Si tu aimes Iron Maiden. Iron Maiden, c'est dur. Ouais, à froid comme ça, c'est dur. Il y en a tellement que... Alors, album préféré, je dirais Seven Son of a Seven Son de Maiden. Je pense, mais alors morceau.
Et j'aime vraiment bien Wasted Years. Ouais, j'aime vraiment bien celui-là. C'est un des morceaux de Maiden que je réécoute le plus souvent. Ok, bah écoute, merci. Moi, j'avais fait une réponse classique. Je lui avais dit The Trooper, mais bon, voilà. Pardon, Trooper, oui. Mais bon, du classique. Et attends, je recherche qu'est-ce qu'il m'a dit, Benjamin, son préféré. The Evil That Men Do. Ah bah voilà, c'est tout sur Seven Son, justement. Bon bah très bien, bah écoute, c'était parfait pour conclure. Merci pour ton temps, c'était franchement passionnant et super riche. Donc, je te souhaite vraiment un bon lancement pour Rue. Et puis, je vais lire aussi. Écoute, on essaye. Je vais lire aussi le chien du forgeron quand il va sortir chez Argile bientôt. Merci beaucoup Camille, c'était passionnant. Et puis, au plaisir de se croiser. Merci à toi. À bientôt, ciao. Merci encore.